Je m'appelle Gurvan Collin, un petit peu breton comme l'indique mon prénom. Je remercie Eurecia qui me permet d'animer cette session de Canapé RH. Alors très rapidement, en fait, si je vais me présenter, je suis un ingénieur INSA qui a mal tourné, puisqu'en fait, je suis passé par du contrôle de gestion, responsable financier pour terminer RH. Voilà, donc ça a été un très bon régime, puisque les 9 premiers mois de RH, j'ai perdu 9 kilos. J'aurais peut-être m'y remettre. Et depuis 7 ans, en fait, j'ai cofondé et je dirige une entreprise de conseil qui s'appelle GPA Initiative pour gestion et prévention de l'absentéisme. Donc, avec des bureaux à Lyon, à Toulouse, à Paris, à Bordeaux, à La Rochelle, à Nantes, à Quimper, à Rennes, et j'espère que je n'en ai pas oublié. Donc voilà, je suis aussi intervenant en prévention des risques professionnels, donc habilité par la Directe, en particulier en référant des risques psychosociaux. Et enfin, évaluateur santé qualité de vie au travail, certifié par l'AFNOR sur la base de la norme québécoise du bien-être au travail. Voilà. Alors, le retour au bureau qui aura lieu le 11, le 18, le 25, je n'ai pas indiqué le mois. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut mettre, comment on peut le préparer d'ores et déjà, parce qu'il se prépare, en tout cas c'est mon sentiment et mon conseil, il se prépare dès maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le préparer? Comment est-ce que ça peut se passer concrètement? Quelles sont, comme je disais, les attentions, les dispositifs qui permettent que ce retour après ce confinement, qui a été une situation inédite vécue par nous tous, puisse se dérouler. Et pour cela, pour cette préparation, on aurait d'abord un petit sondage à faire qui est, je laisse Jennifer le montrer. J'arrive. Relancer. Donc, la question très simple, avez-vous préparé le jour d'après? Alors, avec la cheville ouvrière de toute organisation du travail, à savoir vos managers. Donc, voilà. Petit sondage participatif. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est quelque chose qui est intéressant déjà pour pouvoir se situer où est-ce qu'on en est par rapport à la communauté de RH. Avez-vous préparé le jour d'après avec vos managers qui aussi, en tant que salariés, eux-mêmes auront changé? Je laisse 5-10 secondes à tout le monde pour y répondre. Je ne vais pas me mettre à chanter parce que sinon il va vraiment repleuvoir. Et bien évidemment, nous allons parler du retour au bureau. Comme on disait, les contours sont, en tout cas, les contours ne sont pas tout à fait clairs et définis. On peut estimer que ce sera probablement sur une base du volontariat, probablement, après avoir avec les organisations du travail. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura l'application des gestes barrières qui va quelquefois se trouver un petit peu difficile à mettre en œuvre d'un point de vue des espaces communs. On parle de la machine à café, on parle aussi, il faut penser aux sanitaires, hein, aux toilettes. Ah, 81% oui, c'est en cours, 19% non. Très bien. Alors, on aurait voulu une loi de Pareto du 80-20, on ne l'aurait pas fait exprès. Donc en fait, voilà. Donc ça veut dire qu'une grande majorité des DRH qui sont présents ici sont bien conscients et conscientes que la préparation, c'est maintenant pour le retour d'après. Il y a aussi une chose, si ça se prépare maintenant, c'est qu'il faut le préparer, il faut aussi communiquer. Alors, il y a une incertitude. Vous allez être encore plus que d'habitude, j'allais dire, sollicité par des managers, par des salariés qui vont vous poser des questions précises sur lesquelles vous n'avez pas forcément des réponses. Donc là, la posture, et j'en connais quelque chose en tant que RH, c'est toujours compliqué, à savoir rassurer, donner des points de repère, tout en n'ayant pas forcément toutes les réponses, et donc ne jamais mentir. Donc c'est pour ça, vraiment, si au cours de cet échange, de ce canapé RH, vous avez vos postures, vos attitudes, votre façon de communiquer, comment est-ce que ça a été fait maintenant, puisqu'on a vu que la majorité prépare ça avec les managers, comment c'est fait maintenant pour préparer le jour du confinement, que ce soit le 11, le 18, le 25 mai ou autre ou autre. Voilà Jennifer, on peut peut-être commencer par tes premiers volontaires. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait intervenir et exposer, je sais pas, des inquiétudes, une problématique? N'hésitez pas à intervenir. Concernant le post-confinement, est-ce que vous auriez des questions? Est-ce que vous cherchez des solutions? Est-ce que vous avez une bonne pratique peut-être que vous envisagez de mettre en place et qui serait bien de partager ensemble?
n'hésitez pas. Alors déjà, première chose, je pense que, comme je vous ai dit, c'est vraiment une situation inédite. Donc, qu'on soit jeune ou expérimenté dans ce type de poste, euh, c'est vraiment une situation inédite pour tout le monde, quel que ce soit. Après, c'est vrai que typiquement, ce que j'entends là, c'est ce qu'on retrouve souvent dans des entreprises, en particulier industrielles, mais logistiques. Si je dois résumer, c'est la prod, la prod, la prod. C'est toujours, Oui. c'est-à-dire qu'on oublie ce support. Et en fait, et d'un point de vue général, en fait, cette crise du Covid-19, c'est mon sentiment, c'est aussi le retour de nos clients, elle a mis en lumière, elle a encore plus agrandi des failles ou des distances quand il y en avait d'avant la crise. Et donc, en fait, ce qui est vraiment important, le biais de communication, mais on est vraiment là pour échanger, on donnera la parole aux autres, je pense que c'est quelque chose d'important sur le fait de dire on ne doit pas faire de fracture au sein de l'entreprise. On ne doit pas faire de fracture. Il va déjà y avoir des fractures entre les gens qui auront été tout le temps en poste, qui vont voir revenir des gens du bureau en disant oui, mais vous étiez planqués, nous on était sur le terrain, entre des gens qui avaient des conditions pour lesquelles le télétravail était plutôt satisfaisant et d'autres qui étaient à 5 dans un 40 mètres carrés avec des enfants en bas âge, etc., etc. Donc il y a eu tout un tas d'inégalités de jugement. Donc mon sentiment, mais j'espère qu'on va avoir des interventions sur votre cas, sur votre question, c'est le fait de dire agissons sur le fait qu'une entreprise, ça ne doit pas y avoir de fracture et donc pour avoir un ensemble cohérent. Et vous avez une fable romaine qui indiquait que du cerveau jusqu'à toutes les parties du corps, tout était nécessaire à l'être humain. Mais on est là pour écouter aussi justement les conseils, les petits trucs de communication pour attirer l'attention, accrocher et faire que votre direction n'oublie pas le support et vous emmène tout le monde. Alors oui, quelqu'un aurait son témoignage à Alors, porter? oui, Olivia? bonjour. Ah, pardon. Non, pas de Excusez-moi. souci. On va peut-être laisser Olivia et ensuite, alors excusez-moi les noms, P-Floche, Oui, je reviendrai vers vous. pas de souci. Alors, moi, donc, je m'appelle Olivia et pour répondre à Samantha, j'entends l'interrogation, on en a tous, très clairement, comme l'a dit Irvan. Simplement, en ce qui concerne effectivement les fonctions support, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment appuyée sur les managers. Je ne connais pas exactement comment est constituée votre entreprise, combien vous êtes justement en fonction support. Mais néanmoins, j'ai organisé, alors avec évidemment l'aval de la direction, mais pour justement solliciter un petit peu l'intérêt et surtout l'attention des dirigeants, j'ai proposé d'en parler tout simplement aux managers pour voir ce qu'ils en pensaient, dans la mesure où je pense qu'on on peut pas être en prise directe avec tout le monde et je pense que les managers sont les mieux positionnés pour éventuellement nous apporter des idées ou même de l'aide par rapport aux situations de leurs collaborateurs. Donc voilà, ma maigre contribution peut-être à ce problème, ce serait d'organiser tout simplement une réunion, un meeting avec les managers pour avoir leur retour sur éventuellement l'instauration du télétravail dans certaines équipes. Très bien, merci Olivia pour ce conseil. Du coup, P-Floche. Oui, bonjour, c'est Pauline en fait. Pauline, pardon. Floch, ouais, pas de souci. Floch, excusez-moi du coup. Non, aucun problème. Oui, merci pour ce canapé RH. C'est vrai que c'est intéressant, d'autant plus que l'actualité et la sortie du confinement, on se pose tous des questions. Alors nous, ce qu'on a fait en interne, donc moi je travaille dans un cabinet d'expertise comptable, on est 100 salariés. Du coup, notre volonté à compter du 11 mai, sous couvert de ce que dira le Premier ministre tout à l'heure, c'était de faire une sortie de confinement sur la base du volontariat, en posant la question directement aux salariés sur sa volonté de venir ou non au travail. Sans forcément nous donner raison. On n'est pas beaucoup, on est 100, donc effectivement, avec l'aide des managers, on connaît à peu près les problématiques de tout le monde, à savoir ceux qui sont des problèmes de santé, ceux qui ont des enfants en bas âge, etc. etc. Mais c'est vrai qu'on a
aussi eu des retours des collaborateurs comme quoi certains avaient envie de revenir au bureau. Donc, pour préparer au mieux, garantir la sécurité et la santé de tous, en fait, on a décidé de faire un questionnaire, hein, sans être trop intrusif. J'ai mis en place 2 questions, hein, oui et non, et puis une question ouverte sur comment dire, la possibilité de communiquer ou non le choix de la venue au travail. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Je serais contente d'avoir le retour des autres personnes qui participent aujourd'hui avec nous. Voilà. Super, merci Pauline. Quelqu'un veut rebondir sur ce que Pauline Ouais, vient de alors partager? je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. En revanche, on a exactement fait la même chose, Pauline. On est parti sur la base du volontariat pour un retour éventuel au bureau. Après, je suis en train de travailler dessus. D'ailleurs, j'étais dessus juste en vous attendant, en me disant justement que ce canapé RH me permettrait peut-être Prendre la décision. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc, c'est bien d'entendre qu'il y en a d'autres qui ont eu cette idée, parce que ça veut dire que c'est peut-être une bonne idée. En revanche, on a nous articulé notre questionnaire sur 5 questions différentes. On s'est intéressé tout d'abord à la santé de nos collaborateurs et on a voulu faire un état à travers, on va dire, 4 formules sur lesquelles ils doivent s'identifier sur quelle est leur état psychologique actuellement par rapport à ce confinement qu'on vit tous ou qu'on subit tous. Donc ça, c'est la première chose, voir comment ils sont déjà eux. Ensuite, s'intéresser à la façon dont donc pour certains, télétravaillent, comment ils sont organisés logistiquement, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile. Et puis, évidemment, vient le temps de l'organisation familiale, et notamment des enfants et de la reprise de l'école sur, on va dire, certaines dates. Donc, pareil, on leur demande quelle serait leur disponibilité, quel serait leur avis, parce qu'ils ont aussi le droit de ne pas renvoyer leurs enfants à l'école. Donc, de connaître finalement ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui reviendraient, mais à quelle date ils pourraient revenir. Et puis, enfin, on leur a demandé si toutefois, il y en a certains qui souhaitaient rester en télétravail ou si certains, effectivement, souhaitaient revenir. Évidemment, en garantissant les obligations sanitaires qui vont de pair. Donc, voilà, tout ce qui est prévu autour des gestes barrières et de la distanciation sociale. Et donc, on souhaite effectivement diffuser ou en tout cas administrer ce questionnaire sur 2 populations chez nous qui sont en télétravail, puisque comme le disait Gurvan, il y en a qui ne sont pas en télétravail, pour voir justement comment on pouvait gérer ce retour. On a à peu près près de la 40% de la population salariée qui est en poste sur le terrain, qui n'est pas en télétravail. Donc voilà. Juste, je rebondis sur Olivia et en même temps pour compléter une réponse à Samantha. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ce qu'indiquait Olivia, nous on a mis en place des diag flash, ou alors c'est 10 questions, mais ce qui est important aussi dans ce questionnaire, c'est qu'on a 2 questions qui concernent les points positifs, parce qu'en fait, en faisant ça, on prépare déjà non pas le jour J d'après, mais les semaines, voire les mois d'après, à savoir faire des ateliers retour d'expérience. Et dans ces ateliers-là, justement, Samantha mêlait des gens du terrain logistique, etc., ou prod, et des gens des supports, pour savoir ce qu'ils ont appris, pour que aussi, dans ces ateliers-là, que ce soit des ateliers retour d'expérience ou des focus group, on ait une cohésion qui se refasse. Ça, c'est une première chose. Que oui, les ateliers en poste, enfin, les personnes en poste sur le terrain, il y a une crainte sanitaire au début, etc., qui est maintenant celle des salariés en télétravail, mais en même temps, ils ont appris des choses et on a tous évolué aussi en télétravail. Moi, c'était mon cas, j'étais en télétravail. On a tous évolué, retour d'expérience. Donc, pour aussi mettre l'accent, et parce qu'on est dans une époque très anxiogène, pour aussi mettre l'accent sur les réussites, ce qu'on a mis en œuvre. Et ça, c'est pour vraiment renforcer la cohésion de tout le monde. Donc, à court terme, Samantha, c'est effectivement rappeler l'importance des fonctions support parce que vous pouvez, je ne sais pas quel est effectivement votre niveau comment dirais-je, de confiance ou de franc-parler avec votre direction, mais une chose est sûre, c'est que tous les salariés veulent une paie à la fin du mois. Et ça, vous en êtes le garant. Sauf que pour être le garant, il faut aussi des moyens, et les moyens, c'est aussi de ne pas oublier les fonctions support. D'accord. Alors, on a une réaction sur le chat de Agathe qui a une suggestion sur ce point-là.
Donc, je cite, mettre un point d'honneur à communiquer toujours de façon globale en conservant toutes les catégories de salariés dans l'entreprise sur chaque information avec une petite précision en disant avec bien sûr les points spécifiques concernant les postes nécessitant des consignes particulières. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, Gurman, sur est-ce qu'on doit communiquer de la même façon à tous les salariés? Je pense qu'une communication globale est importante en mettant dans cette communication le fait que chacun aura vécu une expérience différente. Parce que, comme je vous ai dit, même en télétravail, on aura tous, suivant l'environnement familial, etc., un vécu différent. Sur le Oui, je poste suis en d'accord. terrain, on aura tous un vécu différent. Donc, pour dire, on est conscient. On a tous traversé une crise inédite, on a eu des difficultés. On a aussi mis en place des choses dont on pensait pas être capable. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, dans la fonction publique d'État, à fin janvier, ils étaient 50 000 en télétravail. À fin mars, ils étaient 1 170 000. On est passé de 2% à 47%. Ça, vous auriez dit que 1 200 000 fonctionnaires ou 1 100 000 fonctionnaires passeraient en télétravail en 15 jours, je peux vous dire que n'importe qui aurait signé en disant non, c'est pas possible en France. Donc, je prends cet exemple de la fonction d'État, mais dans toutes les entreprises, on a ces expériences, ces réussites. Donc, c'est vrai que la communication, elle doit être globale en disant on est bien conscient que on a tous vécu des expériences différentes et si je peux me permettre un peu d'être trivial, on en a tous bavé. Mais derrière, au-delà de la communication, vraiment ce sera permis par les gestes barrières, mais des ateliers de cohésion en mélangeant en transversalité d'équipe, c'est vraiment important. Et c'est d'ailleurs aussi quelque chose, c'est-à-dire que le premier jour du retour au bureau, alors la première matinée, ma petite astuce prévoyait de doubler, de tripler les rations de café. Ça, c'est une première chose. Mais laisser les gens parler, non seulement au niveau du service, mais ils vont parler entre services. Et là, il y a quelque chose de clé qui va se jouer. Ça, c'est vraiment un effet catharsis qui va se jouer. Et si vous voulez une transversalité, c'est à ce moment-là. Vous ne prévoyez rien la première matinée, pas de réunion, pas de productivité, pas de points clés, etc. Non, non. Il faut que les gens parlent, ils vont se parler entre eux dans l'équipe, ils vont se parler entre eux avec l'équipe. Très bien. Quelqu'un veut... Alors, Clé Cuir, excusez-moi le nom, je ne sais pas. Alors, je suis désolée, on ne vous entend pas. Toujours pas. Vous aviez bien désactivé le micro. Oui, c'est pour ça que je me... Alors, redésactiver le micro... Enfin, reactiver, pardon, le micro. Et on ne vous entend pas. Un problème de... Sur la petite flèche à côté du micro, vous avez sélectionné le microphone. Peut-être qu'il faut sélectionner votre casque. Hein, il n'y a peut-être plus de batterie. C'est les problèmes techniques. On va nous écrire. On va revenir à vous avec votre question. Alors, en attendant, il y avait une question sur l'absence de document unique, dans le DUR, document unique d'évaluation des risques. Alors, excusez-moi la question, je suis peut-être novice, mais le DURP n'est pas obligatoire? Si, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en tant qu'IPRP, je me dois, sans être stigmatisante, d'indiquer que c'est une obligation depuis 2002. Pour toute entreprise, à partir du moment où il y a un stagiaire, voire même à partir du moment où il y a un salarié ou un stagiaire. Donc, après, l'entreprise n'en a pas, donc est-ce qu'on ne peut pas profiter du confinement pour déjà en monter un? Bon, vaut mieux en avoir un que pas du tout. Voilà, sachant que le risque, c'est 1 500 €. On est au niveau du pénal, parce que maintenant, depuis 2015, l'inspection du travail sur le pénal, c'est 1 500 € de pénalité par unité de travail. Et l'inspecteur du travail peut estimer qu'une personne dans un bureau, c'est une unité de travail. Donc, voilà, il y a des risques comme ça. Maintenant, effectivement, il faut avoir un document qui met en place les différentes règles qui ont été mises en place. À la base, j'allais dire, c'est à ça que sert un document unique. Donc, la première chose, c'est que pour toutes et tous qui ont un document unique dans leur entreprise, pensez à bien l'actualiser, non seulement sur les consignes sanitaires au niveau physique, ce qui est fait, hein, les marquages au sol, les éventuelles barrières de plexiglas, etc. Mais n'oubliez pas d'actualiser les mesures que vous prenez au niveau de la prévention des risques psychosociaux. Parce que les premiers retours de chiffres qui nous arrivent des enquêtes des risques psychosociaux sont juste, je ne vais pas dire alarmants, mais très, très interpellantes, on va dire ça comme ça. Donc, n'oubliez pas
dans votre document unique, de l'actualiser. Ça, c'est une première chose. Non seulement le côté physique, mais le côté de prévention des risques psychosociaux, que ce soit des formations à la sensibilisation aux signaux faibles, que ce soit la mise en place d'entretiens de réaccueil, que ce soit justement les groupes de travail que vous avez prévus. C'est important de l'actualiser au niveau de votre document unique. Et pour répondre précisément à la question de Nathalie, donc déjà, je suis obligé de vous dire en tant que KPRP, essayez de monter un document unique. Hein. Je vous rappelle que vous n'avez pas de contraintes dans le format. Vous pouvez monter un document à partir du moment où il y a des notions de criticité, de risque identifié et de quelles mesures ont été mises en place et qui est responsable. Ça sera mieux en cas de contrôle d'inspection du travail que maintenant. Maintenant, les contrôles d'inspection du travail sont principalement actuellement focalisés sur plutôt les chantiers de BTP, sauf, bien entendu, si malheureusement il vous arrive un accident grave. Puisque si vous arrivez à un accident grave et que vous n'avez pas de document unique, c'est une circonstance aggravante par rapport à l'employeur. Et là, les peines sont beaucoup plus fortes que les 1 500 € par unité de travail dont j'ai parlé. J'espère avoir répondu à la question de Nathalie. Donc oui, mettez en place les consignes, mais à la rigueur, profitez-en si vous avez le temps ou si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui a le temps pour justement non seulement mettre ces consignes-là, mais commencer à faire un document. Vaut mieux un document mal fait qui sera perfectionné, etc., plutôt que de ne rien avoir. Et donc, comme je disais, c'est vrai que ça devient assez rare les entreprises sans document unique, puisque même si en 2002, depuis 2002, ça fait quand même 18 ans, donc le temps passe vite. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir à autre chose? Alors, on a du coup, ClickCuir, excusez-moi le nom, qui voulait intervenir et qui nous a écrit à cause du micro. Donc, je lis, nous sommes tous en télétravail, ou presque 38/40. Nous avons commencé à travailler avec le CSE sur l'après 11 mai sur la base suivante. Poursuite du télétravail pour tous. Retour au bureau à la carte sur la base du volontariat. Et si nécessaire, d'autant plus que nous accueillons 2 nouveaux salariés recrutés par visioconférence et un salarié de retour d'1 an de congé sabbatique. Donc, merci pour ce témoignage. Effectivement, le volontariat semble une piste à prendre pour tous. Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'obligation du salarié de se présenter à un moment donné? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la crise du Covid-19 a fait voler en éclats toutes les recommandations ou les lois, puisque pour le coup, par exemple, dans la fonction publique, on était en avance sur le privé, puisque les choses étaient complètement cadrées par un décret de 2016. Donc, je dirais que là, il faut quand même une souplesse organisationnelle qui a été mise en œuvre depuis le début par l'ensemble de vous toutes et de vous tous, mais il faut que l'entreprise ait une souplesse organisationnelle. Si vous braquez un salarié, une salariée, vous risquez de le perdre ou dans de l'absentéisme de moyenne longue durée ou en départ ailleurs. Après, le lien social est quand même quelque chose d'important. Donc, je pense que là, dans l'immédiat, dans les prochaines semaines, effectivement, on met en place sur la base du volontariat. Après, il faut faire attention à ce que des personnes quand même reviennent parce que là, comme je vous disais, les personnes qui sont en poste sur le terrain, il y a 5 semaines, elles avaient l'angoisse sanitaire. Et en fait, cette angoisse-là, maintenant, c'est les personnes qui sont en télétravail. On ressent ça, nous, dans les enquêtes que l'on fait, sur le fait qu'une partie des salariés se disent « mais moi, je n'ai pas envie de retourner au travail parce que je risque ma vie dans les transports en commun, entre autres, et autres, et autres. » Et autant il faut que l'entreprise fonctionne, on met en place une organisation sur la base du volontariat, autant moi, mon conseil, c'est quand même que des personnes comme ça, dans 3 semaines, 4 semaines, on ait un point individuel pour savoir ce qu'il en est et si ce sont des angoisses, des craintes sanitaires qui sont à l'origine de cela, et il y ait des dispositifs, de préférence par des tiers extérieurs de confiance, pour justement travailler là-dessus. Et on rappelle, même si il y a un bon RH pour moi a une bonne notion de psychologie, mais les RH ne sont pas ni psychologues ni psychothérapeutes. C'est intéressant aussi d'orienter vers des dispositifs existants. Juste un petit point par rapport à Nathalie, si vous envoyez-moi un mail, je vous enverrai un modèle de document unique pour que vous puissiez baser là-dessus et que vous puissiez avancer à ce niveau-là. Super. Alors sur le chat, qu'est-ce que nous partageons? Alors nous avons Laetitia, nous partageons nos locaux avec une autre entité. Les risques liés au bâtiment, accidents, incendies de secours, etc. sont gérés par une personne de l'autre entité. Est-ce que cela pose problème dans le DURP si le référent n'est pas salarié de notre entité? Non.
Non, parce que vous avez une partie des IPRP qui interviennent en tant que référents extérieurs. Donc, la responsabilité revient à l'employeur. Hein. De toute façon, l'employeur est vraiment le responsable du document unique, mais par contre, l'employeur peut se faire aider par justement des intervenants extérieurs dans une partie d'IPRP. Et d'ailleurs, il a noté que vous avez un collectif de 200 IPRP qui s'est créé en France. Donc, tout le monde évolue, on est retour d'expérience, justement pour réfléchir sur les risques spécifiques liés au Covid-19. Et vous avez deux branches, l'évaluation des risques, donc plutôt des risques sanitaires sur le terrain, du physique, et puis la branche risques psychosociaux, dont je suis le référent en Bretagne. Super. Donc tout bouge, y compris au niveau des IPRP. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut partager soit un autre témoignage sur ce sujet-là ou attaquer une autre problématique, une autre inquiétude qui voudrait intervenir? Est-ce que je peux intervenir? Je sais pas. Oui, bien sûr. Alors, dites-nous votre prénom, c'est vrai que… Alors, pardon, je vois que je n'ai pas activé la caméra. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, pas que… Alors, bonjour, je m'appelle Sophie, je suis DRH d'une société qui fabrique des arômes pour l'industrie agroalimentaire et nous sommes situés dans le sud de la France, au-dessus de Grasse. Donc là, nous réfléchissons également à la sortie du confinement et on attend bien évidemment de voir ce que va nous dire notre Premier ministre cet après-midi et de savoir si déjà il va y avoir des mesures obligatoires qu'il va falloir qu'on mette en place. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas réfléchi à faire revenir les gens sur la base du volontariat et j'entends que c'est ce qui ressort le plus de vos témoignages, donc c'est intéressant pour moi. Mais plutôt, on est un effectif de 60 au siège et on est 140 dans le groupe avec des petites entités à l'international. Donc au siège, 60 personnes et que l'on connaît bien. Et l'idée, c'était de les faire revenir de manière progressive en veillant à ce que l'on puisse les accueillir pour continuer à maintenir les mesures barrières. Donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à gérer aussi le fait qu'on ne peut pas avoir tout le monde sur le site de retour du jour au lendemain. Si vous avez l'ensemble ou les trois quarts de vos collaborateurs qui vous disent oui, nous on n'en peut plus d'être à la maison, on veut revenir travailler, il faut qu'on puisse aussi les accueillir en étant capable de mettre en place les mesures barrières. Nous on a décalé les horaires de pause, de déjeuner, on a mis nos équipes de production en équipe et non plus en journée. Et la R&D c'est la même chose. Donc il faut qu'on fasse attention aussi à gérer le flux au retour de nos collaborateurs. Donc, on réfléchit plutôt à comment assouplir les horaires de travail ou pour permettre à certains de pouvoir arriver plus tôt, d'autres de repartir plus tard, selon aussi les organisations familiales, tout en faisant en sorte pour ceux que l'on estime devoir revenir, qu'ils se sentent protégés, mais quand même un peu dans l'obligation de revenir travailler, parce qu'il va bien falloir que ça se remette en route. Voilà, donc ça m'intéresse d'avoir votre retour par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on tâtonne depuis le début, donc c'est très intéressant de pouvoir partager ça avec vous et d'avoir votre avis. Après, je pense qu'il y a aussi une notion d'activité, justement, de production ou non. Je suppose que… Là, nous, toutes nos équipes production, contrôle qualité, R&D, supply chain sont restées sur le terrain. Et on a, donc ça représente à peu près la moitié de l'effectif et l'autre moitié en télétravail. Toutes les fonctions support. Donc, ils peuvent faire leur travail à distance. Donc, voilà, de toute façon, les équipes de production, etc., on ne va pas rajouter au nombre, mais c'est le retour de toutes les fonctions support. Donc à l'heure du déjeuner, à l'heure des pauses, dans les bureaux, puisque là on a dispatché aussi, du coup comme on avait des bureaux vides, on a dispatché les uns et les autres dans différents bureaux. Voilà. Très bien. Gurman, vous voulez peut-être… effectivement, l'échelonnement, c'est quelque chose qui est conseillé, qui sera très fortement mis en avant. Je ne sais pas si ce sera obligatoire, mais ce sera très fortement mis en avant.
La base du volontariat, comme je vous disais, c'est pour les 3-4 premières semaines. Après, il faut faire attention justement qu'il n'y ait pas de poche de télétravailleurs pour lesquels le fait de rester en télétravail et de ne plus revenir sur le lieu de travail ce ne cache pas de problématiques psychologiques. Il y a quelque chose qui est très très important, comme je disais, c'est que autant la première matinée, ne vous attendez pas, ne mettez pas de réunion, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une productivité énorme, parce que c'est le lien social. Le lien social, il est protecteur chez l'être humain. Autant nous, il nous semble vraiment très intéressant d'avoir cet entretien de réaccueil entre la personne et son ou sa responsable hiérarchique direct. On prend le temps, ça dure 20 minutes, ça dure 40 minutes, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est cet entretien-là qui permet de recréer vraiment le lien qui fait que la personne va revenir après. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'après, là, quand je vous dis après, c'est que peut-être par les 3-4 premières semaines, où de toute façon, c'est un rodage, ça va être un rodage pour tout le monde. Comme je vous disais, faire des groupes, des projets collectifs, que ce soit des ateliers retour d'expérience ou autre, qui mêlent production et support, ce sera un gain par rapport à la transversalité, par rapport à l'attachement aussi des salariés par rapport à votre entreprise. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, de fondamental, que l'on fait de toute façon après n'importe quel type de crise. Donc celle-là a été en plus inédite. Et pardon. Sur l'aspect obligation, est-ce que vous mettez un veto là-dessus en disant est-ce qu'on peut dire à nos salariés vous êtes obligés de revenir? Je suis vraiment. On l'aurait pas dit comme ça. Hein. Non, mais sous-entendu, hein, bien sûr. Mais je suis vraiment pour plus de souplesse. Après, avant le Covid-19, quand nous on accompagnait les entreprises pour mettre en place le télétravail, en fait, il y avait une règle de base, c'est-à-dire pas plus de 2 jours par semaine en télétravail, parce que sinon on perd le lien social. Et cette règle, d'ailleurs, on ne l'a pas inventée, elle existe dans comme je vous disais, la réglementation de la fonction publique. Donc, le télétravail va augmenter. Ce que nous avons vécu, ce n'était pas du télétravail, c'était du télétravail confiné. Ce n'était pas du télétravail choisi. Par contre, on a vu que les outils fonctionnaient et que K1, KA, par la porte, par la fenêtre, on a quand même réussi à travailler. Donc, mais par contre, avoir un discours de type tout redeviendra comme avant, vous devez être 5 jours sur 7 chez vous, etc., alors qu'il peut y avoir des problématiques d'embouteillage, de transport et autres, je pense que ce serait vraiment illusoire et les entreprises qui vont faire ça risquent de perdre une partie des salariés. Donc, avoir de la souplesse, effectivement, pas l'obliger, indiquer sur le fait que on aime quand même bien se réunir. Et comme je vous disais, dans 3 semaines, faire de la souplesse, faire un retour échelonné et dans 3 semaines, 4 semaines, voir s'il y a des poches de vulnérabilité de gens qui ne veulent absolument pas revenir. Si c'est 3 personnes de la comptabilité qui ne veulent absolument pas revenir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que la pure angoisse sanitaire. Voilà, ils se disent qu'est-ce que j'étais bien sans le directeur de la comptabilité, finalement, j'ai pas moi peut-être. Ce que j'allais dire, alors moi, c'est peut-être mon expérience aussi, je pense qu'il n'y a pas que la peur sanitaire qui joue. Je pense notamment à une génération un peu comme moi, à mon âge, j'ai 30 ans. Je sais que voilà, c'est des modes de travail qui nous plaisent, hein, sur lesquels on se sent à l'aise. Effectivement, il n'y a pas que la peur sanitaire, on se dit, mais en fait, on travaille pas mal chez nous aussi, on est tranquille, on sait gérer notre temps, on gère nos horaires, etc. C'est plus souple. Bon, après, il y a le côté aussi charge mentale qui est un peu plus accru aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais voilà, je pense aussi qu'il y aura ces problématiques-là, peut-être sur les générations un peu plus, sur les plus jeunes, quoi. L'erreur à ne pas connaître, à mon sens, c'est un discours en disant tout redeviendra comme avant. Vous faites ça, vous allez perdre les salariés qui sont proactifs, qui sont moteurs, qui sont avec des initiatives et ce sera vraiment dommage. Est-ce que vous avez un exemple d'entretien de réaccueil? Quand vous dites entretien de réaccueil, est-ce qu'on prévoit quand même une trame avec les managers? Parce qu'ils sont pas très habitués à ce genre de... C'est plus au niveau des RH où on est plus habitué à faire des entretiens, etc. D'ailleurs, on réfléchissait à leur faire une formation sur la conduite des entretiens d'évaluation annuelle. Donc voilà, est-ce qu'il y a quand même une trame à laquelle il faut qu'on réfléchisse ou ça doit être un entretien formel entre le manager et la personne qui revient de son télétravail confiné, comme vous dites? J'aime bien le terme. Alors, ma vision est peut-être un petit peu biaisée puisque c'est vrai que pour la plupart des entreprises qu'on accompagne, on a formé des managers aux entretiens de réaccueil avant la crise, donc eux, ils sont déjà prêts. Mais de toute façon, on a établi une trame spécifique Covid-19 parce que cette trame, elle a 2 intérêts. Le premier, c'est que ça rassure le manager.
Il va parler de sujet, mais s'il parle de sujet, c'est non seulement parce que lui, il se préoccupe du salarié, mais qu'en plus, regardez, c'est sur la trame. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de guider parce que vous avez une jurisprudence. Il y a des travaux, on entend. Vous avez une C'est chez moi, pardon. Vous avez une jurisprudence qui est la Cour sociale, Chambre de cassation, la Chambre sociale de la Cour de cassation, je n'avais pas tout dans le bon ordre, qui est l'arrêt Sauvable de 2013, qui donne vraiment, qui fixe un cadre justement à ces entretiens. Donc les salariés doivent être informés, ça doit être sur la base du volontariat, les managers dans la mesure du possible doivent être formés, voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi dans la trame, c'est d'indiquer, même si ça paraît évident, que cet entretien-là aura lieu dans le cadre du respect de la vie privée, c'est l'article 9 du Code civil, et dans le respect du secret médical. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc nous, on conseille une trame, non pas pour suivre et cocher à la façon d'une checklist, c'est pas ça du tout, mais ça rassure vraiment les managers de se dire, on va parler, j'ai mes rails en fait, j'ai mes rails d'entretien. Voilà. Et donc effectivement, les former sur les 5 phases, la première phase étant la phase de préparation, sur les 5 phases que doit avoir un entretien de ce type. Et comment peut-on faire pour pouvoir avoir cette trame, ou est-ce que vous travaillez avec nous pour nous accompagner là-dessus, ou alors c'est quelque chose que vous pouvez m'envoyer par mail? Comment ça se passe? Je peux vous envoyer un modèle après qui est adapté à votre entreprise, bien sûr, et à votre… Parce que comme pour le coup, avec cette crise sanitaire, on a eu une telle multiplicité de situations entre le télétravail avec les gens qui étaient en partie en chômage partiel, les gens qui étaient en chômage partiel, avec les gens qui étaient en partie sur le terrain, en partie en chômage partiel, avec les gens qui étaient en partie sur le terrain et en partie en télétravail. Je crois que j'ai fait les différents cas, sans compter les gardes d'enfants, etc., etc. Donc, elle est adaptée au contexte d'entreprise. Un modèle bête et méchant à utiliser par tout le monde, ce serait idiot à mon sens, parce qu'il faut vraiment l'adapter. Mais en tout cas, vous donner les rails, oui, ça je peux sans problème. Merci. Ça m'intéresse aussi. Effectivement, dans le compte rendu, on peut peut-être mettre quelques questions assez basiques. C'est possible, si c'est possible. Voilà, et conseiller peut-être sur certains types de cas que beaucoup rencontreraient. On va y réfléchir également. Merci. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaiteriez aborder? On aborde le dernier quart d'heure de ce canapé. J'espère que vous êtes toujours confortablement installés. Normalement, c'est au bout de 52 minutes que les neurones des fessiers commencent à perturber un petit peu les neurones du cerveau. Donc, c'est pour ça qu'aucune réunion ne devrait durer plus d'1 heure. Nathalie, si voilà. Alors ça, oui. C'est plus sur le DER. En fait, moi, la question que je me pose beaucoup, c'est la plus forte, je pense, c'est surtout comment gérer, et par rapport à la cohésion, la différence entre ceux qui vont souhaiter revenir sur site, ceux qui vont vouloir rester en télétravail. Alors, certains parce qu'il y a des raisons précises, type enfant ou autre, d'autres parce qu'ils le souhaitent. Et du coup, ça va forcément créer des différences. Et du coup, c'est surtout comment gérer les conseils que vous pourriez donner pour gérer ces différences dans les premières semaines sans que ça génère d'éventuelles frictions au sein des équipes, quoi. C'est la question à 1 000 €. Bah voilà. Avant de parler, j'aimerais bien que si vous avez déjà des préparations justement de dispositifs ou des choses parmi vous, entre RH, est-ce que vous avez justement ces trucs et astuces? Non, Faites pas les timides, hein. C'est la question à 1 000 € pour tout le monde en fait. C'est ça, peut-être que finalement personne n'a la réponse. Ouais, Alors, je veux bien que vous, que vous reprécisiez un petit peu la problématique, parce que c'est un peu large en fait. C'est quoi exactement le problème en fait? En fait, si j'ai bien compris, ça va être le sentiment d'iniquité qui va avoir lieu entre des personnes qui vont rester en télétravail alors que d'autres personnes vont revenir même si elles sont support, entre des personnes qui vont avoir des traitements différents parce que leur situation personnelle est différente, que ce soit pour des gardes d'enfants, de personnes atteintes, personnes vulnérables, etc. Quelque part, c'est un peu
vous me dites Nathalie si j'ai tort, c'est un petit peu ce qu'on a déjà avec les aidants familiaux par exemple. Et donc en fait c'est de pouvoir gérer au niveau RH, au niveau direction, le fait d'apporter un traitement qui peut paraître inégal sans générer des sentiments d'inégalité, d'iniquité. Est-ce que j'ai correctement… C'est tout à fait ça, ouais. Bah, je ne sais pas s'il y a vraiment de solution parce que l'homme reste l'homme et que voilà, il sera toujours jaloux de ce qu'il n'a pas par rapport à son voisin. Donc je pense que là, il faut jouer la transparence, il faut jouer l'explication. Après, je ne vois pas la chose à mettre en place. Enfin, pardon, hein, mais je réfléchis tout haut, mais je ne vois pas la chose à mettre en place pour justement éviter ça. Enfin, nous, en tout cas, chez nous, on a le sentiment d'équité, c'est quelque chose sur lequel on travaille, on va dire, de façon détournée par la transparence et la valeur confiance voilà, qu'on a. Mais oui, non, j'avoue que je reste quoi. Bon, moi, je suis assez, je rebondis sur ce que vous dites. C'est vrai que j'ai pas eu l'impression que la question se posait. Pourtant, on avait aussi différents cas de figure, hein, des personnes sur le site, des personnes en télétravail, des personnes en garde d'enfants à domicile. Je pense que je pense qu'ils sont capables de reconnaître qu'il y a des situations individuelles qu'on peut pas, dans une situation pareille, généraliser pour tout le monde. Enfin, et que si si on devait traiter un cas particulier, ben, je pense que chacun serait content que ça puisse se faire, en fait, surtout. En fait, le mot-clé, c'est le mot communication, et à l'intérieur de la communication, effectivement, la transparence, l'humilité, la modestie pour dire on est face à quelque chose, on essaye de pallier, on essaye de gérer toutes les situations comme vous voudriez que ce soit pour vous. Donc voilà, donc c'est vraiment la communication avec la transparence, le fait qu'on n'a pas de règles précises parce qu'on gère au cas par cas et on gère à l'humain, et d'autant plus si vous pouvez ramener l'humain sur le fait que c'est au cœur de vos valeurs. Mais en l'occurrence, c'est de la communication. Et par contre, pour le coup, je me permets, il vaut mieux communiquer avec ce message-là plutôt que de ne pas communiquer, parce que dans ce cas-là, le manque de communication amène les rumeurs, et justement les rumeurs, l'iniquité et les rancœurs. Donc de toute façon, vaut mieux communiquer, que les gens se disent bah oui, c'est normal, et de dire voilà, en toute transparence, on va gérer au cas par cas, il y aura des situations différentes auxquelles on va répondre différemment, parce que pour nous, c'est l'humain qui est au cœur, et donc voilà. Et il y a un deuxième point aussi pour dire on fait confiance, on fait vraiment confiance. Voilà. Nous, on a nos clients dans l'immobilier, 300 personnes, en fait, ils ont fait un discours de transparence clair depuis le début de la crise en disant on ne mettra personne en chômage partiel même si on pourrait, on ne va pas renier les primes même si on pourrait, on fera juste moins de bénéfices et ce n'est pas grave parce que pour nous c'est l'humain. Et quand il avait fallu faire appel à des congés payés pour entre autres au niveau financier, ils ont fait un appel à volontariat au lieu d'imposer, et ils ont eu 30% de volume de congés payés supérieur à ce qu'il leur fallait. Ils ont eu les valeurs, ils ont eu la communication qu'il fallait, et quand il y a de la confiance, bien, il y a du retour. Super, merci. Super, merci pour ces retours. Est-ce qu'on peut… Alors, il nous reste 10 minutes, logiquement. Bon, on peut déborder un petit peu, mais sachant qu'il y a en plus les annonces d'Edouard Philippe, peut-être qu'on a autre chose à faire tous. Est-ce que vous voulez aborder un dernier sujet rapidement? Ou est-ce qu'on clôt ici et on vous a un peu plus éclairé aujourd'hui? C'est déjà bien. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que Gurvan voulait peut-être ajouter un dernier point et un dernier petit conseil peut-être pour ceux qui nous écoutent? En fait, je pense que quand on a le retour était enfin, le sujet était le retour. Donc il y a le jour J, comme je vous disais, avec la première matinée en effet catharsis, l'après-midi avec des entretiens de réaccueil qui s'échelonneront au fur et à mesure que les personnes rentrent. Et quelque part, c'est une chance aussi pour les organisations de travail et pour les RH, pour les managers, le fait que ça s'échelonne, que tout le monde ne rentre pas d'un coup. Parce que comme ça, les situations individuelles peuvent être prises, managées, remontées.
c'est aussi l'intérêt des trames d'entretien de l'accueil, c'est de remonter le résultat au niveau des RH. Vous avez été sur le pont ces dernières semaines et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc les vacances d'été seront bien méritées. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est aux semaines d'après, voire à 2-3 mois après. Et donc en fait, avec aussi, indépendamment du premier café qui fera du bien à tout le monde quand on reviendra au bureau, de dire en fait, il faut qu'on concilie les équipes, il faut qu'on fasse des groupes transversaux. Et il faut qu'on fasse une mise en lumière des réussites, des mises en œuvre, de tout ce qu'on a réussi à faire. On ne se pensait pas capable de le faire et on l'a fait. Et donc voilà. Et enfin, j'attire votre attention sur un point aussi, c'est que dans les 3 mois, 6 mois à venir, avoir un suivi très attentif et fin de vos indicateurs RH, parce que tout ce qui est turnover, tout ce qui est absentéisme, tout ce qui est rupture conventionnelle, démission, etc., ce sera surveillé comme l'eau sur le lait. Ça, non, comme le lait sur le feu. Parce qu'en fait, quand on dit les salariés auront changé et il y aura un certain nombre de personnes qui ont acté pendant l'acte de confinement des changements de vie. Et les entreprises qui n'entendent pas cela, en particulier si elles sont dans une pénurie de talent, risquent de le payer assez cher. Alors, est-ce que je peux vous demander juste peut-être de développer un petit peu comment animer ces groupes transversaux où vous dites mettre en avant toutes les réussites, parce que bon, une fois qu'on a dit oui, on a réussi à mettre en place tous les gestes barrières, on n'a pas fait de chômage partiel, on n'a pas de cas déclarés, enfin bon, j'ai envie de dire peut-être ça va prendre 1 heure, mais après est-ce qu'il faut faire voilà, dans le temps, comment il faut le suivre, ou qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le contenu de ces groupes transversaux, et dont je trouve l'idée extrêmement intéressante. Mais c'est après, qu'est-ce qu'on met dedans et comment on les fait vivre? Alors déjà, il faut que ces groupes-là soient participatifs. Donc dans la préparation, c'est de dire chacun vient avec un gain, une victoire, de préférence professionnelle, mais ça peut être du personnel. Chacun vient avec une victoire à exposer aux autres et avec le pourquoi, le comment. Et en fait, l'intérêt, c'est que l'animateur de ce groupe-là, justement, montre un petit peu les mécanismes et montre que ça peut s'appliquer à tout le monde. Et en fait, si vous voulez des groupes comme ça de 2 heures, ce qu'on appelle des ateliers REX, retour d'expérience, animés comme ça, avec ce que nous conseillons, c'est un groupe de 8 personnes, parce que 8 personnes, c'est vraiment le bon format en termes de nombre pour que l'information circule. Les 8 personnes, en fait, expliquent chacun leur retour d'expérience et recueillent les sentiments, les avis des autres. Et ensuite, avec la question, à savoir, est-ce que ça peut s'appliquer à vous ou pas? Parce qu'indépendamment de la mise en place des gestes barrières, du télétravail, etc., vous avez des choses qui se sont passées. Vous avez des salariés qui se sont formés, qui ont été dans des webinaires, qui ont fait des MOOC, qui ont fait du e-learning, qui ont découvert des opportunités. Quand vous voyez des entreprises qui se redéploient, qui se redéfinissent, vous êtes, vous, dans les ingrédients naturels. Une partie de vos confrères ont transformé une partie de leur outil de production pour faire du gel hydroalcoolique, ceci, cela, de l'embouteillage, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense en particulier, par exemple, à une de nos entreprises clientes dans l'industrie du plastique. Et il y avait un très fort bashing, une dévalorisation avant la crise. Maintenant, la valorisation, c'est de se dire, en fait, nous, ce qu'on fait, ça sert, entre autres, à mettre du gel hydroalcoolique. Donc, on est utile. Donc, il peut y avoir ou sur les acquis ou un personnel individuel ou au sein de l'entreprise qui a été mis en place, voire remonter un petit peu la raison d'être, le sens de l'utile au sein de l'entreprise. Après, il y a tellement de secteurs variés, de tailles d'entreprise variées, etc. Mais voilà, pour les grandes lignes, si je réponds à votre question. Bien. Alors, moi, je peux peut-être partager aussi quelque chose qu'on a fait rapidement, si ça intéresse les autres. On a fait des petites vidéos très courtes pendant le confinement, où on montre, dans la première vidéo, ce qu'on a mis en place pour maintenir la sécurité. Donc, on filme tout le monde avec un masque, etc., ceux qui sont restés sur le site. La deuxième, c'est nos collaborateurs qui sont en télétravail.
Donc, on en voit un en costume, cravate derrière son ordi et puis il se lève. En fait, il a un bas de maillot de bain et des tongs. Une autre qui a le chat posé sur l'ordi. L'autre qui donne le biberon pendant que… voilà. Et la troisième, c'est les télétravailleurs dans nos différentes filiales. Mais du coup, ça a pris 2 minutes. C'est le marketing qui a fait ça. Et on a mis sur notre intranet et ça continue à maintenir le lien entre nous. Et ça participe aussi à votre image employeur. Voilà. Je suis jeune, je cherche des infos sur vous, je tombe sur ces vidéos, je me fais, oh, c'est cool, je vais peut-être postuler. Ah bah tant mieux. Ne parlez pas pour moi, moi je suis pas jeune. Envoyez-moi votre CV, je suis intéressée. Vous savez, à la base, j'étais ingénieur INSA en chimie, hein, mais bon, comme je vous disais, j'ai dérapé. Bon, bah, super. Voilà. Je ne veux pas abuser du temps de tout le monde. Voilà. C'était juste un petit partage d'expérience. C'est tout l'intérêt de ce canapé RH, justement, ces petites expériences, ces petits trucs, ces petits plus. Il y a une question de Laetitia qui me permettra de conclure un peu cet événement, ce canapé. On me demande si on pourrait envisager un autre canapé RH après l'annonce du gouvernement avant le 11 mai. Alors, je réponds oui. Dès la semaine prochaine, en fait, chaque semaine, on fait un canapé RH le mardi à 14 h avec différents intervenants. La semaine prochaine, normalement, on a prévu de le faire avec Fabienne Brocaré, qui est fondatrice et rédactrice de My Happy Job. Alors, vous connaissez certainement, vous recevez peut-être les newsletters régulièrement, qui nous parlera justement du retour confinement, mais plus sur des petites astuces concrètes sur comment garder la cohésion d'équipe, la qualité de vie au travail, etc. Et comment ça va se traduire post-confinement. La semaine d'après, j'y réfléchis. Je vais voir ce qui sera dit aujourd'hui par le Premier ministre et en fonction, on reverra le sujet. Voilà, on est en mode agile, hein, on navigue un peu à vue comme tout le monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour par mail si jamais vous avez envie de parler d'un sujet. Ça nous aidera à trouver des idées et aussi à répondre à vos besoins. Je vais justement lancer un petit sondage sur votre avis pour que vous nous donniez vos retours. Voilà. Pour information aussi, Eurecia organise d'autres événements du type. Par exemple, jeudi, Gurvan, vous revenez avec nous. Jeudi matin, nous avons un webinaire sur les points RPS pendant et post-confinement. Donc, les risques psychosociaux, un focus là-dessus. Ce sera très intéressant, très technique, je pense. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Si jamais il y a la page événements sur le site Eurecia, n'hésitez pas à vous y rendre ou sur nos réseaux sociaux, on partage tous les événements. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est totalement gratuit et c'est vraiment pour vous aider. Voilà. Gurvan, peut-être un dernier mot pour clôturer. Je dirais qu'on a appris et on continue d'apprendre. Super. Bon, écoutez, je vous lance le dernier sondage et j'attends vos réponses. C'est pas du tout ça. Attendez. Relancer le sondage, oui. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours. Vous recevrez tous les inscrits, même ceux qui n'ont pas intervenu, promis, le petit compte rendu avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Il y aura aussi le lien du replay, donc n'hésitez pas à partager et à y retourner si besoin. Voilà, mais j'espère vous voir pour le prochain canapé RH en tout cas. J'espère qu'on vous a aidé et apporté un peu plus de lumière aujourd'hui. Encore merci Gurvan pour votre intervention. Je vous souhaite tous très bon courage. Merci à vous. Merci. Et Jennifer, si on peut juste avoir la trame de l'entretien. Oui, promis, dans le compte rendu. On va la voir, on va la voir. On va y réfléchir. Merci beaucoup. Avec plaisir, très bonne journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.